Étranger. J'ai découvert l'infidélité de ma fiancée de la manière la plus humiliante qui soit, quelque chose que vous ne pourriez jamais deviner. Écoutez. Tout a commencé subtilement, une démangeaison incessante, une brûlure légère qui semblait plus persistante qu'irritante. J'ai ignoré ça pendant peut-être 1 ou 2 semaines, attribuant cela à une simple irritation, peut-être trop de café ou un manque d'eau. Rien d'extraordinaire. Cependant, cela a persisté. Finalement, à contre-cœur, j'ai pris rendez-vous. Le cabinet du docteur Evans était prévisiblement stérile, avec une faible odeur d'antiseptique et des magazines datés. Alors, Charlie, qu'est-ce qui vous tracasse, a demandé le docteur Evans, par-dessus ses lunettes, son ton posé et professionnel. J'ai décrit les symptômes, en les minimisant légèrement, ne voulant pas passer pour un hypocondriaque paniqué. Il a écouté patiemment, en hochant la tête. Bon, faisons quelques examens. Mieux vaut prévenir que guérir. Bien sûr, Doc, comme vous voulez, ai-je marmonné, souhaitant déjà être ailleurs. Les examens ont été rapides et impersonnels, un prélèvement ici, une prise de sang là. Puis l'attente a commencé. L'appel est arrivé un mardi après-midi, juste au moment où je finalisais un mémoire. L'infirmière du docteur Evans était polie mais ferme. Monsieur Richard, le docteur Evans aimerait que vous veniez discuter de vos résultats. Pourriez-vous venir demain matin? Il ne peut pas simplement me le dire au téléphone, ai-je demandé, l'irritation commençant à percer dans ma voix. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas bon. Le docteur préfère discuter de ces questions en personne, a-t-elle répondu, son ton restant inchangé. Le lendemain matin, de retour sur ce papier crépitant, l'air semblait plus lourd. Le docteur Evans n'a pas perdu de temps. Il était assis en face de moi, le dossier ouvert, son expression soigneusement neutre. Charlie, a-t-il commencé, sa voix basse, vos tests sont revenus positifs à la chlamydia. La pièce a semblé basculer. Chlamydia. Le mot planait, les cliniques. Mon esprit s'est emballé, cherchant désespérément une explication, n'importe quelle explication autre que celle qui était évidente. Mais il n'y en avait aucune. Il n'y avait que Luna, ma fiancée. Nous étions exclusifs depuis 2 bonnes années, monogames, du moins c'est ce que je croyais. Il n'y avait aucune autre possibilité, pas de soirée arrosée oubliée, pas de faux pas. Cela ne pouvait être qu'elle. D'accord, ai-je réussi à dire, ma voix semblant lointaine. D'accord, quel est le traitement? Il a expliqué le traitement antibiotique, la nécessité pour Luna d'être testée et traitée également, et l'importance de s'abstenir jusqu'à ce que nous soyons tous les 2 guéris. J'ai acquiescé, hébété, absorbant les détails pratiques, tandis que la trahison commençait à aigrir dans mes entrailles, formant un œuf froid et dur dans ma poitrine. Ce soir-là, l'appartement semblait différent. L'espace confortable que nous avions construit ensemble semblait soudainement souillé, chargé d'accusations tacites. Luna fredonnait dans la cuisine, préparant le dîner. Elle était belle, naturellement, ses cheveux noirs attachés, une tache de farine sur sa joue, l'image même du bonheur domestique. J'ai attendu que nous soyons assis pour dîner, le silence s'étirant entre nous, ponctué seulement par le cliquetis des fourchettes sur les assiettes. Je ne pouvais plus le contenir, la colère, le sentiment de violation. C'était une pression physique. Je suis allé chez le médecin aujourd'hui, ai-je dit, gardant ma voix calme, en observant son visage. Oh. Tout va bien, a-t-elle demandé, levant les yeux, de l'inquiétude dans ses yeux. Quelle actrice convaincante. Pas vraiment. Il s'avère que j'ai attrapé quelque chose. C'est la chlamydia, ai-je déclaré d'un ton neutre. Sa fourchette s'est écrasée sur son assiette. Ses yeux se sont écarquillés, d'abord de choc, puis se sont rapidement brouillés avec autre chose, de l'indignation, de l'incrédulité. Quoi, Charlie? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que j'ai la chlamydia, Luna, et comme je n'ai été avec personne d'autre, je te demande comment je l'ai attrapée. L'accusation planait lourdement dans l'air. Son visage est devenu écarlate. Elle a repoussé sa chaise, se levant brusquement. Comment oses-tu? Sa voix tremblait, mais de rage, pas de culpabilité. Comment oses-tu m'accuser? Tu crois que c'est moi qui t'ai donné ça? Après tout ce que j'ai fait? Il n'y a pas d'autre explication, ai-je dit, ma propre voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Pas d'autre explication, a-t-elle pratiquement hurlé, ses mains serrées en poing. Tu es sérieux? Tu l'as peut-être attrapé au sauna de la salle de sport.
Les gens attrapent des choses comme ça. Ou peut-être, sa voix a baissé, chargée de venin, peut-être que c'est toi qui as traîné en douce, et maintenant tu essaies de me coller ta saleté. Son interprétation était incroyable. La fureur vertueuse, les larmes blessées qui montaient à ses yeux. C'était parfait. Pendant un moment écœurant, j'ai réellement hésité. Cette graine de doute qu'elle avait plantée, le sonna. Était-ce même possible? Je me souvenais vaguement avoir lu quelque chose quelque part. Mon Dieu, étais-je paranoïaque? Luna trompée? Cela semblait impossible. C'était la femme qui était restée à mes côtés pendant que je bûchais en fac de droit, travaillant à temps partiel, survivant à peine. Luna, qui semblait toujours avoir une énergie débordante, travaillant comme vendeuse à l'époque, jonglant plus tard avec 2 emplois, des services de serveuse, des extras de bar, toujours à se démener. Elle avait elle-même abandonné l'université, avait-elle dit, pour soutenir ses parents. Je respectais ce dévouement, ce courage. Nous nous sommes rencontrés comme il faut des années après notre brève collaboration au supermarché, nous sommes tombés l'un sur l'autre par hasard. Elle était alors chef de rayon, nous avons accroché autour d'un café, en nous remémorant le passé. J'étais célibataire, fraîchement sorti d'une relation sans avenir, avait-elle dit. Elle aussi. Nous avons commencé à sortir ensemble, lentement au début, puis nous sommes tombés dans le rythme confortable d'une relation sérieuse. Elle a toujours semblé si solide, ancrée malgré ses goûts dispendieux. Au début, quand je construisais encore ma carrière, gagnant des clopinettes comme collaborateur, elle se pointait parfois avec un nouveau foulard de créateur ou une paire de chaussures coûteuses, un petit plaisir que je me faisais, disait-elle en haussant les épaules. Travail dur, amuse-toi bien, pas vrai? Je me sentais inadéquat à l'époque, incapable de lui offrir ces choses moi-même, mais elle ne m'a jamais enfoncé. Au contraire, elle m'a encouragé. Tu vas y arriver, Charlie, me disait-elle. Tu es brillant. Ne te contente pas de peu. Vise ce poste d'associé. Elle avait cette foi inébranlable en moi, cette ambition féroce pour moi, et ça a marché. Sa foi, ses encouragements constants, ça m'a boosté. J'ai fait des heures supplémentaires inhumaines, j'ai fait du réseautage, j'ai joué le jeu. L'année dernière, ça a fini par payer. Associé junior. Le bon salarial était significatif. Enfin, je pouvais être celui qui subvient aux besoins. Je pouvais lui acheter les belles choses qu'elle méritait, les choses qu'elle s'achetait avant. Une des premières choses que j'ai faites a été de lui suggérer de réduire ses heures de travail. Tu n'as plus besoin de 2 emplois, Luna, lui avais-je dit, imaginant des soirées agréables ensemble, des week-ends libérés de son emploi du temps épuisant. Garde le boulot à la concession si ça te plaît, mais laisse tomber les petits boulots du soir. Elle avait semblé sincèrement soulagée, même touchée. Vraiment, Charlie, tu es sérieux. Elle a presque immédiatement abandonné les jobs de serveuse, ne conservant que son poste de directrice des ventes dans la concession automobile haut de gamme du centre-ville. J'avais l'impression que nous entrions enfin dans cet avenir confortable et sûr pour lequel j'avais tant travaillé. Puis vint l'incident du sac, le tournant, vraiment. C'était il y a quelques mois, juste avant son anniversaire. Les choses allaient bien, en général. Nous nous installions dans cette nouvelle phase de nos vies. Je gagnais enfin un salaire décent, Luna avait réduit ses activités à un seul emploi, et je pensais que nous étions dans une bonne situation. Je me souviens que nous étions assis sur le canapé un soir, Netflix en fond sonore, tous les deux un peu fatigués mais confortables. Je lui ai demandé, presque nonchalamment, « Alors, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire cette année ?» Elle s'est tournée vers moi avec ce petit sourire plein d'espoir, en glissant ses cheveux derrière son oreille. Il y a ce sac Chanel dont je rêve depuis un moment. Je l'ai vu dans la vitrine la semaine dernière. Il coûte environ $3000. $3000 pour un sac à main. Honnêtement, j'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai reniflé. Attends. Quoi? Tu es sérieuse? Immédiatement, son sourire a disparu, ses yeux se sont plissés, et pendant une fraction de seconde, il y a eu quelque chose de presque blessé dans son expression. Pourquoi c'est drôle, a-t-elle rétorqué. Tu penses que je ne mérite pas quelque chose de beau? J'ai essayé de rattraper le coup, réalisant trop tard l'effet que ça avait fait. Non, Luna, ce n'est pas ça. Bien sûr, je veux t'offrir quelque chose de spécial, mais $3000 juste pour un sac? C'est un peu dingue, tu ne trouves pas? C'est juste beaucoup. Elle m'a fixé, la mâchoire serrée. Beaucoup?
Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est un rêve, quelque chose que je n'aurais jamais pensé demander. Mais je pensais que tu aurais envie de m'offrir quelque chose de significatif maintenant que tu le peux, après toutes ces années où je me suis tué au travail, où je t'ai soutenu quand tu étais fauché. Je sais que tu l'as fait, et je t'en suis reconnaissant, ai-je dit, ma voix se faisant plus tendue. Mais Luna, $3000 pour un sac, c'est juste frivole. Elle m'a coupé, son ton tranchant comme un couteau. Après tout, tu es comme tous les autres. Tu veux me gâter, mais seulement à tes conditions. Je me suis mis sur la défensive, sentant que toute la situation m'échappait. Ce n'est pas ça. Je veux te gâter. Je le veux vraiment, mais c'est plus de la moitié d'un mois de loyer pour quelque chose que tu ne peux même pas conduire, dans lequel tu ne peux même pas vivre. Ce n'est pas pratique, Luna. Elle s'est levée brusquement, a attrapé ses clés sur la table, tout son corps raide de colère. Je ne veux pas de pratique, Charlie. Je voulais quelque chose de spécial, quelque chose qui me montre que tu vois à quel point j'ai travaillé dur, à quel point j'ai renoncé pour toi, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends jamais. Et avant que je puisse dire un autre mot, elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort que le mur a tremblé. Je suis resté là, abasourdi, à regarder la porte vibrer sur ses gonds, me demandant comment une simple question sur un cadeau d'anniversaire pouvait se transformer en ce fossé béant entre nous. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 jours. Le silence dans l'appartement était lourd, suffocant. J'ai lutté contre ça. $3000, c'était beaucoup pour un sac. Je trouvais ça gaspilleur, voire irresponsable. Mais ensuite, j'ai pensé à son visage quand j'ai ri. J'ai pensé à son soutien inébranlable quand je n'étais personne. La culpabilité me rongeait. Finalement, j'ai craqué. Je l'ai appelée, je me suis excusé et je lui ai dit que je lui achèterais le sac. Elle est revenue soulagée, s'excusant elle aussi d'être partie en trombe. Nous nous étions réconciliés, mais une infime fissure subsistait, une lézarde à peine visible dans les fondations. Et maintenant cette chlamydia, son déni furieux résonnant dans l'appartement tendu. La question du sauna était-elle vraiment plausible? Le stress pouvait-il se manifester ainsi? Non. Mon instinct hurlait à la trahison, mais son jeu, il était tellement convaincant, tellement, douloureusement convaincant. Moi. J'avais besoin d'air, ai-je balbutié, reculant de la table, désespéré d'échapper à l'atmosphère étouffante et à son regard accusateur, strié de larmes. J'ai saisi mes clés et suis parti, la laissant debout au milieu des débris de notre dîner. Dehors, l'air frais de la nuit m'offrait un maigre soulagement. J'ai marché sans but, repassant la scène, ses mots, sa rage. Pouvait-elle vraiment inventer une telle indignation? Elle louvoyait. Elle possédait une aptitude terrifiante pour ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Dave. Mon plus vieux confident me connaît intimement. Il est cynique, pragmatique, et parfois brutalement honnête, exactement ce dont j'avais besoin. Charlie, qu'est-ce qui se passe, mec? Tu as l'air bizarre, a-t-il répondu, le brouhaha ambiant suggérant qu'il était dans un bar. Dave, j'ai besoin de te demander quelque chose d'assez personnel, ai-je commencé, baissant la voix alors que je m'engageais dans une rue latérale tranquille. Je suis à O'Malley's. On dirait que tu aurais besoin d'un verre. Viens. 15 minutes plus tard, je me suis glissé sur un tabouret de bar à côté de lui. Il m'a jeté un coup d'œil et a secoué la tête. Bon sang, Charlie, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est possible de contracter quelque chose comme la chlamydia, peut-être, dans un sauna de salle de sport ou quelque chose comme ça? De manière non sexuelle. La question semblait absurde, même en la posant. Dave a éclaté de rire, un rire bruyant et incrédule. Un sauna? Tu plaisantes, Charlie? C'est Luna qui t'a servi cette histoire? Mon Dieu, mec. Réveille-toi. Son franc-parler a percé le brouillard de doute que Luna avait engendré. Elle a nié, s'est vraiment énervée et m'a accusé en retour. Bien sûr, elle l'a fait. Une diversion classique. Le ton de Dave s'est fait plus tranchant. Écoute, je comprends que tu penses que Luna est infaillible, mais statistiquement, non, tu l'as attrapée d'elle, ou elle l'a attrapée de toi, puisque tu sembles à peu près certain que ce n'est pas toi. Par conséquent, fais le calcul. Ne sois pas un imbécile, mec. Le nœud glacial dans ma poitrine s'est resserré. Il avait raison. L'alibi du sauna était pathétique.
sa colère était une mascarade. « Qu'est-ce que je fais, Dave ?» ai-je demandé, me sentant perdu. « Premièrement, protège-toi. As-tu des preuves? » Non. Alors, procure-toi-en. Tu ne peux pas simplement l'accuser sans preuve concrète, surtout si tu as l'intention de la mettre à la porte ou de rompre les fiançailles. Deuxièmement, et c'est crucial, cette bague que tu lui as offerte, la bague de ta grand-mère, récupère-la maintenant, avant qu'elle ne sente le danger arriver et ne s'enfuit avec un héritage familial. Fais-moi confiance sur ce point. Obtiens des preuves. Récupère la bague. Obtiens des preuves. Les mots faisaient écho au conseil pragmatique de Dave. Comment? Engager un détective privé semblait extrême et coûteux. Puis, j'ai pensé à son travail, la concession automobile, un établissement haut de gamme. Une clientèle fortunée. Luna était attirante et charismatique, c'est en partie pour ça qu'elle excellait dans la vente. Il lui arrivait de travailler tard, pour cajoler les clients, comme elle disait. Soudain, ces soirées tardives prenaient une nouvelle signification sinistre. Un plan a commencé à se former en froid et méthodique, il me semblait répugnant et intrusif, mais nécessaire. Dave avait raison. J'avais besoin de preuves, et j'avais besoin que cette bague soit rendue, la bague de ma grand-mère au doigt d'une femme qui m'avait trahi si complètement. La pensée me rendait nauséeux. Les jours qui ont suivi ont été un purgatoire silencieux et tendu. Nous existions comme des fantômes dans l'appartement, polis mais distants. J'ai commencé les antibiotiques, feignant que le médecin avait diagnostiqué une infection bactérienne persistante non contagieuse. Luna a semblé l'accepter, bien que la tension soit restée palpable. Elle était probablement soulagée que j'ai abandonné l'accusation, pensant que j'avais succombé à son jeu ou que j'avais décidé de l'ignorer. Qu'elle croit ça. J'ai commencé à observer plus attentivement. Son téléphone était perpétuellement entre ses mains, plus que d'habitude, incliné loin de moi. Des appels rapides et chuchotés qu'elle passait dans la pièce d'un accent grave côté. Les soirées tardives à la concession sont devenues plus fréquentes. J'essaie de conclure un gros contrat, disait-elle vaguement. Les excuses semblaient maintenant fragiles et transparentes. Vendredi soir, elle a envoyé un SMS, vers 7 heures du soir, je vais être en retard. J'ai trouvé un acheteur sérieux pour la nouvelle classe et ça pourrait prendre du temps. Ne m'attends pas. Je t'aime. Le « je t'aime » sonnait comme de l'acide. C'était mon opportunité. J'ai conduit en centre-ville, me garant à un pâté de maison de la concession, de l'autre côté de la rue, partiellement dissimulé par un camion de livraison. Les lumières de la salle d'exposition brillaient de mille feux, illuminant le chrome poli et les lignes épurées des véhicules de luxe à l'intérieur. Je pouvais distinguer Luna à travers les larges baies vitrées, riant avec un client. Il avait l'air plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, vêtu d'un costume coûteux, ses cheveux argentés plaqués en arrière assurément fortunés. Je les ai observés. Ils tournaient autour d'une berline noire rutilante. Luna était animée, gesticulant, affichant ce sourire éblouissant qu'elle réservait autrefois pour moi. Il semblait captivé. Finalement, la plupart des autres employés partirent. Les lumières principales baissèrent d'intensité, ne laissant que l'éclairage de sécurité, mais Luna et l'homme aux cheveux argentés restèrent. Mon cœur battait la chamade. Je me sentais voyeuriste et complice d'une scène sordide, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Ils se dirigèrent vers l'arrière de la salle d'exposition, près de l'entrée de l'atelier, où la lumière était plus faible. Ils s'arrêtèrent près d'un cabriolet bleu foncé, capote baissée. Il dit quelque chose, se penchant plus près. Luna rit à nouveau, penchant la tête en arrière. Puis, mon souffle se coupa. Elle tendit la main, toucha son bras et jeta un coup d'œil autour de la salle d'exposition déserte. Il ouvrit la portière passager. Elle se glissa à l'intérieur. Il fit le tour et s'assit sur le siège conducteur. Ils restèrent assis là un instant, à converser, les ombres masquant leurs visages. Puis, incroyable, il se pencha, et elle escalada maladroitement la console centrale pour se rendre à la banquette arrière. Il la suivit. La lumière intérieure de la voiture s'éteignit. Mes mains se crispèrent sur le volant, les jointures blanchies. Je ne pouvais pas distinguer les détails, seulement des formes qui bougeaient dans l'obscurité, le subtil balancement de la voiture sur sa suspension. Il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait sur la banquette arrière de la voiture d'un client, ou peut-être même d'un véhicule de démonstration, à l'intérieur de son lieu de travail. L'audace était stupéfiante. La trahison était absolue. Mes mains tremblaient,
mais plus à cause du choc, c'était une rage froide et calculatrice. Je tâtonnais pour trouver mon téléphone, mon cœur martelant contre ma poitrine, tout en essayant de le tenir stable. Je pointais la caméra, zoomant autant que la distance et l'obscurité le permettaient. Les images seraient granuleuses et indistinctes, mais le contexte était indéniable, l'endroit, l'heure, les silhouettes qui bougeaient sur la banquette arrière de ce cabriolet. C'était une preuve laide et accablante. J'ai enregistré pendant plusieurs minutes, capturant suffisamment d'éléments pour ne laisser aucun doute. Finalement, le mouvement cessa. 1 minute plus tard, la lumière intérieure s'alluma. Luna émergea de l'arrière, ajustant hâtivement son chemisier et lissant sa jupe. Il la suivit, redressant sa cravate. Ils ne se reconnurent pas. Il sortit et se dirigea rapidement vers la sortie principale. Luna s'attarda, vérifiant son reflet dans la vitre de la voiture, passant une main dans ses cheveux, avant de se diriger vers la sortie du personnel à l'arrière. Je restai là pendant une longue période après leur départ, le téléphone lourd dans ma main, le fichier vidéo sauvegardé. La rage s'était estompée, remplacée par un vide glacial. Il n'y avait ni chagrin d'amour, simplement une froide et dure détermination. Elle avait fait son choix. Maintenant, je ferai le mien. Le lendemain matin, samedi, j'ai attendu qu'elle soit réveillée, douchée et en train de siroter son café dans la cuisine, agissant comme si la nuit précédente n'était qu'un autre quart de travail tardif. Je suis entré, le téléphone à la main. « Bonjour », dis-je, ma voix dépourvue d'émotion. « Bonjour », répondit-elle, d'un ton un peu trop enjoué. « Désolé d'être rentré si tard. » Ce type était insistant, mais je pense que j'ai conclu la vente. « Je suis certain que tu l'as fait », dis-je doucement. Je levai l'écran du téléphone face à elle et appuyai sur lecture. La vidéo granuleuse envahit l'écran, la salle d'exposition sombre, le cabriolet bleu, les silhouettes indistinctes sur la banquette arrière. Sa tasse de café lui échappa des mains, se brisant sur le carrelage, le café éclaboussant ses pieds nus. Son visage devint complètement pâle, ses yeux fixés sur l'écran, sa bouche légèrement entr'ouverte. La couleur s'évanouit, la laissant apparaître nue et vulnérable. Elle leva les yeux vers moi, une panique pure et absolue dans les yeux. « Charlie, je... » « Comment ? Pourquoi est-ce que ça importe ? » Je l'interrompis, ma voix glaciale. « Ce qui importe, c'est ceci. Ce qui importe, c'est la chlamydia que tu as si convaincantement nié m'avoir transmise. Ce qui importe, c'est le mensonge qu'a été toute notre relation. » Elle commença à bégayer, les larmes inondant maintenant ses yeux. De vraies larmes, enfin. « Charlie, s'il te plaît. Je peux m'expliquer. C'est juste, c'est arrivé. J'étais stressé. Cette histoire de sac. Épargne-moi ça, rétorquai-je. Je ne veux pas d'explication. Je veux une seule chose, la bague de ma grand-mère. Maintenant. Je tendis la main. Ses yeux passèrent de mon visage à ma main tendue, puis retournèrent à mon visage. Un défi vacilla au milieu de la panique. Elle couvrit instinctivement la bague à sa main gauche. Non. Tu me l'as donnée. Nous sommes fiancés. Les fiançailles, dis-je, crachant le mot, sont terminées. La relation est terminée. Tout est fini. Donne-moi la bague, Luna. Quelque chose se durcit dans son expression. Puis, la panique recula, remplacée par une amertume méprisante. Le masque tomba complètement. Tu veux savoir la vérité, siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Oui, tu as contracté la chaude de moi. Et tu sais quoi ? Elle fit un geste vague, probablement vers l'homme de la vidéo ou une autre conquête. N'était pas le premier, loin de là. Mon estomac se tordit, mais je gardai mon visage impassible. Elle perçut ma réaction, ou plutôt mon absence de réaction, et sembla stimulée, ayant besoin de me blesser davantage. J'ai une foule d'amants, Charlie, des hommes qui ne sont pas des radins comme toi, des hommes qui apprécient une femme qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le prendre. Des hommes qui m'offrent les cadeaux que je mérite sans que j'aie à supplier ou à me sentir coupable. Elle éclata de rire, un rire dur et désagréable. Ces choses chères que j'avais l'habitude de m'acheter. Les foulards, les chaussures, tu croyais vraiment que je m'offrais ça avec un salaire de serveuse ? Mon Dieu, tu es naïf. C'est alors que ça m'a frappé. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté écœurante.
Les articles de marque au début de notre relation n'étaient pas achetés avec son argent durement gagné. C'étaient des cadeaux, des récompenses pour services rendus. Tout ce temps, alors que je me sentais insuffisant, elle était financée par d'autres hommes. Alors qu'elle me poussait à réussir, elle assurait ses arrières, profitant des avantages de l'infidélité. Son manège ne se limitait pas à cumuler 2 emplois. C'était un tout autre genre de manège. Enfin, tu comprends, génie, ricana-t-elle. Voyant la compréhension poindre sur mon visage, elle pivota sur ses talons et se dirigea à grands pas vers la chambre. J'entendis des tiroirs claquer et des portes de placard cogner. Je ne bougeais pas, je suis resté là, à écouter les bruits de ses préparatifs. Les bruits de nos 2 années ensemble qui s'effaçaient. L'alliance brillait faiblement sur le comptoir. Je la ramassai. Elle était froide. Elle émergea 20 minutes plus tard, traînant une valise, le visage dur et tendu, les yeux rougis mais défiants. Elle ne me regarda pas en marchant vers la porte, l'ouvrit en grand et sortit, la claquant derrière elle. Derrière elle, le silence tomba, un silence absolu, assourdissant. Je me suis laissé tomber sur un tabouret de cuisine, le poids de leur passé et des 2 années écoulées s'abattant sur moi. Mais toujours pas de larmes, juste un vide immense et froid et une colère ardente et justifiée. Elle pensait pouvoir jouer avec moi, m'utiliser, me trahir et simplement s'en aller. Hors de question. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais le voir de mes propres yeux, savoir qu'elle ne se sortirait pas de celle-ci. Cet après-midi-là, je suis allé en voiture chez le concessionnaire et je me suis garé de l'autre côté de la rue. À travers les vitres, j'ai regardé Luna vaquer à ses occupations, faisant semblant que tout allait bien. Puis, j'ai vu le propriétaire sortir de son bureau et l'appeler. Sa voix était basse mais ferme. « Luna, pourriez-vous entrer dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Luna afficha son sourire professionnel, celui que j'avais vu 100 fois. « Bien sûr. »« Monsieur Henley, y a-t-il un problème ?»« Parlons-en à l'intérieur, » dit-il, le visage impénétrable. Je les ai vus disparaître dans son bureau à travers la vitre dépolie. La conversation se déroula dans l'ombre, ponctuée de gestes tendus. Après quelques minutes, les voix se sont élevées. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » La voix de Luna a transpercé le calme de la salle d'exposition, aiguë et désespérée. « J'ai bien peur que si, » répondit le propriétaire, d'un ton plat et professionnel. « Nous avons reçu des preuves sérieuses d'inconduite grave. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. » « Mais monsieur Henley, s'il vous plaît, je peux m'expliquer. » Ces mots étaient frénétiques maintenant, montant dans les aigus. « Il n'y a rien à expliquer, Luna. Ce n'est pas négociable. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos affaires. » J'ai vu Luna sortir du bureau en trombe, le visage rouge, les yeux débordant de larmes de colère. Elle se précipita à son bureau, entassant des dossiers dans un carton. 2 de ses collègues échangèrent des regards mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait lui offrir du réconfort ou prendre leur distance. L'un d'eux murmura, « Luna, que s'est-il passé ?» Elle leur lança un regard venimeux. « Occupez-vous de vos affaires. » Elle m'aperçut debout près de ma voiture à l'extérieur. Pendant un instant, son regard se fixa sur le mien, flamboyant de haine. Je ne bronchais pas, je me contentais de la regarder, impassible, tandis qu'elle pivotait sur ses talons et sortait en trombe sur le parking, un carton sous le bras. En passant devant moi, elle siffla, « C'est toi qui as fait ça. T'es content maintenant ?» Je soutenais son regard, calme et froid. « Je ne suis pas content, Luna, mais j'en ai assez de te laisser me marcher dessus. » Elle ricana, se détourna et disparut dans sa voiture, claquant la porte si fort que le bruit résonna dans tout le parking. Ensuite, j'ai contacté un détective privé. Dave m'a recommandé un professionnel discret et coûteux du nom de Marcus Thorne. Je l'ai rencontré dans son bureau austère et anonyme du centre-ville. Je lui ai exposé les faits, mon ex-fiancée, Luna, soupçonnée d'infidélité de longue date. Je voulais une confirmation, des détails, des noms, des dates, des lieux, en particulier au cours des 1 ou 2 dernières années. Thorne écouta impassiblement, prit des notes et annonça ses honoraires. J'ai payé la compte sans sourciller. L'argent n'était pas un problème. Il s'agissait désormais d'une question de principe, de conséquence. Pendant que Thorne opérait sa magie, je me suis concentré sur l'aspect juridique. J'ai consulté Sarah Jenkins, une brillante avocate de mon cabinet, spécialisée dans les affaires civiles, bien que généralement des affaires d'entreprise.
J'ai expliqué la situation, le diagnostic, l'infidélité confirmée ayant conduit à la transmission, la détresse émotionnelle. Transmission négligente d'une maladie, murmura Sarah, tapotant son stylo. C'est viable, Charlie. Les dommages-intérêts pourraient inclure les frais médicaux, la douleur et la souffrance, et potentiellement des dommages punitifs étant donné la dissimulation délibérée. Faites-le, dis-je. Déposez la plainte. Retrouvez-la, où que la trouve le détective, et servez-la. Thorne me remit son rapport 2 semaines plus tard. J'étais assis en face de lui dans son bureau exigu, les stores à demi baissés, des piles de dossiers partout. Il me fit glisser un épais dossier sur le bureau. Thorne s'éclaircit la gorge. J'ai terminé le rapport. Il est conséquent. J'ouvris le dossier, mes yeux accrochés par des photos, des impressions, des noms que je ne reconnaissais pas. À quel point est-ce grave? Il me regarda, professionnel. Elle ne cherchait pas juste une opportunité, Charlie. Elle en a fait un style de vie. Je laissai échapper un souffle tremblant. Combien? Il hésita, puis répondit, au moins 5 hommes différents au cours des 12 derniers mois. Sans compter le type aux cheveux argentés de votre vidéo. Je feuilletai les pages, le cœur battant à tout rompre. Ces types, elle les a tous rencontrés à la concession? Pas tous, répondit Thorne. Certains étaient des clients d'essai. Elle prenait des rendez-vous tard le soir. Les essais dépassaient de loin l'itinéraire habituel, parfois de plusieurs heures. D'autres fois, elle fermait tard, mais ce n'était pas que de la paperasse qui la retenait. Je secouai la tête. Dégueulasse. Et les autres? Bar d'hôtel. Elle vous a dit qu'elle avait des quarts de serveuse ou qu'elle devait rester tard. Elle rencontrait des hommes, des types fortunés. J'ai récupéré des images de vidéosurveillance. J'ai même pris quelques photos moi-même. Tout est là, nom, date, photo. Je parcourus les preuves. Elle était méthodique. Thorne acquiesça, la voix grave. Elle a bien effacé ses traces, mais elle a été imprudente. Vous avez dit que vous vouliez la vérité. Eh bien, la voilà. Je fermai le dossier, sentant son poids dans mes mains. Oui, je voulais la vérité. Je ne pensais juste pas qu'il y en aurait autant. Le rapport comprenait les adresses actuelles ou les lieux de travail de la plupart d'entre eux. Froidement, méthodiquement, je rédigeai un autre email. Notification sanitaire importante concernant Luna Simpson. Je l'envoyai anonymement, en utilisant un service sécurisé et intraçable à chacun des hommes figurant sur la liste de Thorne. J'ai appris que vous aviez récemment eu des relations intimes avec Luna Simpson. Je vous conseille vivement de faire immédiatement un test médical pour les infections transmissibles, car elle a sciemment transmis au moins une infection grave à un partenaire. Protégez votre santé. Je sentis une étincelle de satisfaction sombre en imaginant leur réaction, la perturbation, les retombées potentielles dans leur propre vie. Après tout, ils étaient complices. L'assignation en justice fut signifiée à Luna à l'adresse temporaire. Thorne lui avait trouvé un canapé chez un ami, de l'autre côté de la ville. Les nouvelles vont vite dans certains milieux. J'ai entendu des murmures par le biais de connaissances communes. Luna était devenue une paria. Nous étions assis dans un bar avec Dave. Il fit glisser une autre bière sur la table. Ouf. Le mot se répand, mec. Tu connais cette ville. Les gens parlent. J'acquiesçai, prenant une gorgée. J'ai déjà entendu des choses par le bouche à oreille. Elle est pratiquement toxique maintenant. Virée de la concession. Personne ne la touche avec une perche. Dave secoua la tête, un peu amusé. N'avait-elle pas l'habitude de se vanter de la façon dont tout le monde la respectait là-bas? Je ricanai. Ouais, eh bien, la réputation ne tient pas quand on se fait prendre à faire ce qu'elle a fait. Même ses soi-disant amis gardent leur distance. Et Thorne? Il n'a pas seulement trouvé les types, il s'est assuré que certains d'entre eux soient mis au courant. Ça a certainement contribué à brûler quelques ponts. Dave sourit, levant son verre. Justice poétique, hein. Je portai un toast à son toast. Karma. Enfin, une semaine après avoir été assigné, mon avocat a reçu un appel de l'avocat commis d'office de Luna. Il voulait régler l'affaire. Son avocat lui avait probablement conseillé que se battre ne ferait qu'entraîner davantage d'humiliation publique et un jugement potentiellement plus lourd. Nous étions assis dans une petite salle de conférence au bureau de son avocat, lumière fluorescente, café bon marché,
le bourdonnement d'une photocopieuse au bout du couloir. Luna était assise en face de moi, le visage pâle, les lèvres serrées. Elle n'osait pas croiser mon regard. Son avocat, un jeune homme nerveux dans un costume mal taillé, s'éclaircit la gorge et étala les papiers. « Monsieur Richard, merci d'être venu. Ma cliente souhaite résoudre cette affaire à l'amiable. Voici notre offre. » Il fit glisser un document sur la table. Madame Simpson est disposée à restituer officiellement la bague de fiançailles. Elle est déjà en ma possession, interrompis-je, d'une voix neutre. Il acquiesça, décontenancé. Oui, bien sûr, mais cela la rendra juridiquement incontestable. De plus, elle a accepté de couvrir intégralement vos frais médicaux justifiés. Il tapota le papier, évitant lui aussi le regard de Luna. En échange, continua-t-il, vous acceptez de renoncer à toute autre demande de dommages et intérêts. Pas de poursuite supplémentaire. Cela met fin à l'affaire pour les deux parties. Je ramassai le papier et le parcourus. Un silence pesant flottait entre nous. J'accepte, dis-je, signant enfin mon nom d'un trait sec. L'avocat laissa échapper un souffle. Merci, monsieur Richard. Nous allons tout déposer auprès du tribunal. Ce sera bientôt fini. Je fis glisser le stylo vers Luna. Elle le prit, les mains tremblant légèrement. Elle signa son nom, les yeux rivés sur la table. Nous nous levâmes tous les deux. L'avocat commença à rassembler les documents, déjà passés à autre chose. J'ai hésité, puis je me suis retourné pour partir. C'est à ce moment-là que Luna a finalement pris la parole, sa voix rauque, presque un murmure. « Chuck ?» Je me suis arrêté, mais sans me retourner. « Je suis désolé » a-t-elle dit doucement, ses mots ténus et vides, mais sincères, pour tout. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête une seule fois et je suis sorti, laissant derrière moi Luna et le passé. La dernière nouvelle est parvenue un mois plus tard, de nouveau par ouï-dire. Luna avait quitté la ville, rayée de ma ville, rayée de ma vie. Mais quelques semaines après la disparition de Luna, j'ai trouvé une enveloppe non timbrée glissée sous ma porte. Aucun nom, aucune adresse de retour. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ramassée, les retourner entre mes mains et les déchirer. À l'intérieur, il y avait une clé USB, rien d'autre. J'ai hésité un instant, puis je l'ai insérée dans mon ordinateur portable. Un seul fichier s'y trouvait sans étiquette, sans indice. J'ai cliqué. Luna est apparue à l'écran, pas les tirés, mais son regard était fixe, droit sur moi. Elle n'était pas seule. Il y avait un homme derrière elle, grand, le visage caché derrière un masque noir, sans traits. Sa main reposait sur son épaule. Luna a regardé droit dans la caméra, droit sur moi. Chaque action a des conséquences, Chuck. C'est ainsi que ça s'est terminé. L'écran est devenu noir. Je suis resté assis, contemplant mon reflet dans le moniteur, le cœur battant à tout rompre. Le silence qui imprégnait désormais mon appartement possédait une qualité particulière. Il était lourd, électrique, imprégné d'une énergie que j'étais incapable de définir. C'était loin d'être terminé. Absolument pas.